Allez, on attaque, ça fera venir les tout derniers. Euh, Olivier, je te laisse gérer l'enregistrement. Bon, bienvenue à tous. Hervé Rebolo, délégué général de DLR. Nous sommes à peu près une cinquantaine aujourd'hui. Bonjour Michel, bienvenue. Merci de couper vos caméras à ceux qui viennent d'arriver. Donc pas de formalisme, hein, chacun intervient comme il veut, soit prend la parole par le micro, soit dans le chat, bien sûr. Nous avons voulu faire ce petit webinaire sur le carburant parce qu'on entend beaucoup de choses actuellement sur la motorisation, décarbonée, hybride, électrique, etc. Sauf qu'en attendant, vous êtes tous des professionnels qui gèrent plusieurs centaines de milliers de références qui sont toujours à carburant. Et on s'est dit que refaire un point sur le carburant, ce serait une bonne chose. La preuve, c'est que vous êtes nombreux aujourd'hui. Merci de couper vos caméras pour ceux qui viennent d'arriver. Donc ma parole n'a pas vraiment d'intérêt. On va passer la parole à Marline, qui est adhérente DLR, qui est un spécialiste de la carburation, des carburants. Deux personnes de Marline vont prendre la parole aujourd'hui. On est parti pour 1 heure et quart, 1 heure et demie s'il y a des questions. N'hésitez surtout pas. Voilà, à vous, Olivier, Jean-François. Je m'efface et vous écoute avec grand intérêt. Bonjour Hervé, merci à DLR et à tous de participer à notre webinaire. Olivier qui assure la direction commerciale de Marline et moi-même qui assure la gestion de l'entreprise, eh bien, nous sommes heureux que vous nous laissiez la possibilité, Hervé, de nous exprimer sur ce sujet-là. Vous dire tout de suite qu'on vous présentera de façon aboutie, exhaustive, notre sujet, ça serait très prétentieux. En tout cas, bien évidemment, lorsqu'on parle au nom d'une entreprise, eh bien, on est déjà un peu formaté. Avant d'aller dans le vif du sujet, en plus, on arrive à un sujet qui est derrière le carburant, il y a le sujet du pétrole, et Dieu sait si ces derniers temps, le sujet du pétrole va revenir, du pétrole et du gaz, mais surtout le gaz peut-être, mais est au devant de la scène. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me suis permis d'écrire ce que j'ai appelé une intervention liminaire. Pourquoi où en sommes-nous dans nos réflexions? Et donc je vais le lire. Hein. Soyez pas surpris si je ne vous regarde pas, mais je vais le lire. Il y a un patron français, il y a plusieurs patrons français, mais il y en a un que je suis, pour reprendre en termes à la mode. C'est Carlos Tavares. Et je vais partir de lui. Donc, Carlos Tavares, le président du groupe Stellantis, l'a déclaré sans ambiguïté. La réglementation de l'Union européenne dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique est à la fois anti-industrielle et anti-économique. Qu'est-ce qu'il entend par là? Il entend que condamner à la disparition pure et simple les moteurs thermiques dès 2035 au profit de la seule propulsion électrique crée d'emblée les conditions d'une crise sociale. Il est évoqué 50 000 à 100 000 emplois perdus, hausse sensible du tarif des véhicules neufs, transfert hors d'Europe de la valeur ajoutée, dépendance aux approvisionnements en batterie comme en composants de batterie, et surtout, bénéfices écologiques et environnementaux très discutables. Pour nous, fabricants de carburants de haute qualité et de carburants entre guillemets alternatifs, les restrictions d'utilisation des machines thermiques constituent pour nous un défi majeur. Pour autant, c'est surtout une excellente occasion d'innover sur la voie d'une dépollution croissante et d'une limitation des émissions de carbone. C'est comme ça qu'on le prend. Cette dynamique suppose bien évidemment des investissements technologiques notamment importants. Dès lors, on pourrait se demander pour quelles raisons nous nous acharnons à améliorer une gamme de produits qui seraient condamnés à disparaître. Notre motivation tient à notre pragmatisme. Nous pensons qu'au-delà des discours vertueux et des réglementations drastiques, il y a encore de la place pour le bon sens, pour une certaine forme d'intelligence qui exclut de contraindre encore et toujours les acteurs économiques.
J'oserais dire, ces forces vives sont rarement prêtes à trop investir dans des technologies inadaptées aux besoins réels d'un marché. De même, vous ne leur ferez pas facilement adopter des méthodes et des outils industriels qui ne seraient pas en phase avec leurs critères de productivité et de profitabilité. C'est comme ça que j'ai entendu le message de Carlos Tavares. Comme lui, nous pensons qu'il reste de la place, et plus qu'on ne le pense, pour le moteur à essence, et surtout pour le moteur diesel, si présent dans le monde professionnel qui vous concerne, au premier chef, qu'il soit couplé ou non à une batterie dans le cadre d'une stratégie d'hybridation. On avait fait une promesse il y a quelques années qui consistait à produire des carburants toujours moins impactants en termes de CO2 et de gaz, de polluants et de gaz à effet de serre. Bien sûr, l'alkylate que nous produisons pour les moteurs à essence 2 temps et 4 temps, qui se veut de plus en plus pur en matière de chimie pétrolière, a été une première évolution. Mais il manquait la réduction de CO2. Dans le domaine des motorisations diesel, c'est pourquoi, alors, sur la partie alkylate et essence, c'est pourquoi nous avons racheté de façon à anticiper l'avenir une société anglaise, Corriton, experte en décarbonation des carburants. Dans le domaine des motorisations diesel, nous sommes plusieurs d'ailleurs en France, mais ailleurs en Europe, à proposer un carburant de type HVO qui s'appuie sur la transformation de la biomasse ou huile résiduelle et usagée. Ce gazole paraffinique de synthèse est certifié durable conformément aux directives de l'UE. Pour nous, le biocarburant HVO est un vecteur de progrès déterminant qui doit contribuer à préserver l'offre en motorisation diesel dans les parcs qui vous concernent. L'avenir montrera, je l'espère, nous en discuterons, que les moteurs thermiques n'ont pas dit leur dernier mot et que si l'on accepte de mettre un peu moins d'idéologie dans la lutte contre le réchauffement climatique, il y a encore de la place pour pouvoir à la fois y contribuer et préserver vos modèles économiques de développement et de rentabilité. On peut partir, j'ai été peut-être un peu trop long, mais voilà notre credo en tout cas. Donc sur la première partie, notre savoir-faire, je l'ai rappelé rapidement, on est une filiale d'une société suédoise Lankmanen, on fait 3 énergies, éthanol, alkylate, HVO. Là, on est plutôt dans la partie, non pas fabrication, mais dans la partie utilisation. On est donc des carburants, on propose donc des carburants et biocarburants spécifiques pour les machines équipées de moteurs thermiques, essence et diesel. C'est pour ça qu'on se sent concerné, au même titre que vous et au même titre que d'autres acteurs, par l'évolution des réglementations européennes et françaises liées à cette transition écologique. Le marché qui nous intéresse, c'est bien évidemment vous, votre métier, les professionnels du secteur du bâtiment, des travaux publics, les espaces verts par extension, l'exploitation forestière le cas échéant, les agriculteurs. Bref, en tant que loueur de machines, le carburant est un élément clé de votre fonctionnement. Et je considère même que si vous êtes déterminant dans la filière. Pourquoi? Vous allez me dire, non, il faut aller voir les stations essence, les stations essence. Oui, oui, il y a les stations essence, mais il y a aussi vous. Et ce qui est incroyable, c'est que vous essayez de faire une sorte de Rubik's Cube avec 5 composantes. La première, la santé de mes collaborateurs, la RSE. La seconde, il faut que je préserve l'environnement. La troisième, il y a la transition énergétique. La quatrième, il faut que j'ai des services après-vente, j'ai des ateliers, donc il faut que je prenne soin de mon parc, du SAV. Et enfin et toujours, on ne rase pas gratis il faut être soucieux de notre modèle économique de développement et de pérennité. Certains investissent dans un nouveau parc de véhicules à batterie, d'autres non. Certains proposent du nouveau carburant diesel HVO, d'autres formes de gaz. Bref, on se rend bien compte qu'on se cherche un petit peu, et c'est très bien, pour trouver le meilleur modèle compte tenu du parc de machines que vous avez. Quelles sont les énergies qui vous concernent? Moi, j'ai juste mis ça. J'ai distingué matériel roulant des matériels non roulants.
Bien évidemment, dans le matériel roulant, on va parler du gazole, on mettra accessoirement le diesel, et dans les matériels non roulants, là, on peut parler de plusieurs essences à disposition, le diesel, l'essence SP95 notamment, l'alkylate et le gazole GNR-HVO qu'on peut retrouver aussi, le HVO, dans le matériel roulant. L'électricité pointe son nez. L'électricité pointe son nez. On verra après. J'ai fait juste un tableau comparatif à destination de vos clients pour bien mesurer l'impact économique et intérêt d'usage de ce carburant électrique. Quand on écrivait ou quand on pensait haro sur le pétrole, bien évidemment, on pense immédiatement à la pollution. Pollution, c'est le super samplon 95 sont encore utilisés par les professionnels. Ces carburants d'origine fossile présentent un bilan chimique lourd au regard des enjeux de santé publique et d'environnement. Bien sûr, on peut parler du NOx, dioxyde d'azote. Je vous épargnerai le détail de ce polluant, sachant qu'on a, face au NOx, dans le cadre de la réglementation Euro 6 de 2015, participé au seuil maximum d'émission d'oxyde d'azote pour les moteurs diesel. Donc il y a un travail qui a été fait et qui a été engagé. Mais pollution veut dire aussi particules fines et CO2. Particules fines, l'exposition chronique aux particules fines contribue à augmenter le risque de contracter des maladies cardiovasculaires et respiratoires. Et pour ce qui a trait au dioxyde de carbone, gaz à effet de serre, à une concentration de 2% dans l'air, il accroît l'amplitude respiratoire et peut au-delà provoquer des pertes de conscience. Bref, je ne parle même pas des 10% avec le système nerveux. Face à ça, il y a quelque chose qui existe depuis plusieurs années, qui est nécessaire mais pas suffisant. C'est ce qu'on a appelé l'alkylate. Alors, c'est quoi l'alkylate? Je parle de l'alkylate, bien évidemment, pour les moteurs, notamment 2 temps et 4 temps, généralement ce qu'on appelle les petites machines. L'alkylate, ça vient du procédé. L'alkylate en tant que tel, ça n'existe pas. Ça vient du procédé chimique alkylation. Lorsqu'on dit donne-moi 2 litres ou 3 litres d'alkylate, ça n'existe pas en tant que tel. Le processus chimique d'alkylation, effectivement, a une vraie raison d'être, puisqu'il est mis en œuvre dans des raffineries de pétrole où, j'allais dire de façon synthétique, on passe de l'état liquide à l'état gazeux, on récupère ce gaz et on repasse de l'état gazeux à l'état liquide pour en faire un produit carburant issu, fondé partie du pétrole, mais qui se veut tellement pur, qui est moins nocif, moins impactant pour l'environnement. Je vous épargne le schéma sur le procédé d'alkylation. Il faut juste, j'allais dire, se remémorer que ça se veut un carburant le plus pur possible, dépollué de toutes les impuretés, notamment benzène, toluène, aromatique, et à disposition de tous. Il y a effectivement des études qui ont été menées et des tests qui ont été menés. J'ai juste voulu mettre en lumière les avantages pour le moteur, notamment en comparaison par rapport à l'essence, avec la propreté de la chambre de combustion. Donc les organes mécaniques, bien évidemment, restent propres et la durée de vie de la machine que vous proposez en location ou au port usage est bien évidemment prolongée. Sans compter, je ne parle même pas de la pollution. L'essence classique contient des aromates qui créent des dépôts et endommagent les parties en caoutchouc et plastique. L'essence normale contient aussi de l'oléfine qui participe au dépôt de cendres, ce qui correspond à plus de 50% des pannes sur les machines actuelles. Bien sûr, la comparaison avec l'alkylate est sans commune mesure. On retrouve les avantages pour la machine versus le carburant sans plomb, et en synthèse, les avantages santé. Il n'y a que 10 des hydrocarbures les moins nocives qui sont présentes, un pourcentage extrêmement bas. On a dit qu'il n'y a pas de benzène ou très, 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 très faiblement. C'est stable dans le cadre de son stockage, 3 ans. 3 ans. C'est produit synthétiquement et c'est bien évidemment à destination essentiellement des petites machines. Et à gauche, on a représenté, j'allais dire, toutes les conséquences du samplon 95 notamment, qui sont les conséquences de son usage. L'essence normale est conçue pour l'automobile.
pas pour les petites machines. Sa nocivité, par conséquent, est accrue avec les petites machines. J'allais dire, une tronçonneuse, un marteau-pilon, une pileuse, un groupe électrogène, eh bien, n'ont pas les mêmes protections qu'une voiture. Et donc, les émanations gazeuses qui en découlent sont bien évidemment sans commune mesure. C'est le point sur lequel on voulait alerter, parce qu'il y a d'une part le carburant, et après la machine qui utilise ce carburant. Les avantages santé, eh bien, on peut dire que la France, grâce à l'assurance maladie et les NRS, a référencé, j'allais dire, l'alkylate et la batterie d'ailleurs, comme des produits de substitution capables de substituer à l'essence sans plomb dans l'utilisation des équipements à moteur thermique. La quasi-absence de benzène en est la raison principale. En outre, pour mémoire, l'employeur est tenu d'assurer la sécurité et protéger la sécurité physique et mentale de ses salariés, qui étaient à l'origine, effectivement, de cette directive, de cette fiche d'aide à la substitution de l'assurance maladie. On voit bien qu'il y a eu déjà cette évolution. Mais cette évolution, elle ne suffit plus. Car un nouvel enjeu qui se présente à nous, c'est les gaz à effet de serre. Et gaz à effet de serre, c'est l'Union européenne qui vise la neutralité carbone d'ici à 2050. Lorsque nous allons à votre rencontre, ou lorsque nous rencontrons vos clients, le premier mot qu'ils disent, c'est nous, notre objectif, c'est de baisser de 30% les émissions de CO2 en 2035. C'est-à-dire que dans la stratégie RSE, dans leur politique d'entreprise et stratégie d'entreprise, l'enjeu des gaz à effet de serre est devenu un enjeu, est une lettre rouge dans les objectifs. Comment l'alkylate que nous avons vu tout à l'heure peut remplir cet enjeu? C'est pas possible. Il y a combustion, ça va issu du pétrole, diminuer les gaz à effet de serre compte tenu de ça, c'est pas possible. Ce qui nous est possible de faire, et ce vers quoi on s'engage, on s'engage vers une mixité d'énergie. C'est-à-dire dans le même réceptacle, dans le même bidon, on aura à la fois de l'énergie fossile mélangée avec ce qu'on appelle de l'énergie verte. Dit autrement, les prochains produits qui vont se présenter à nous composeront dans un premier temps 90% d'alkylate plus 10% d'énergie verte issue de la chlorophylle. Et la réduction des gaz à effet de serre du CO2 ne sera pas liée à la combustion qui reste ce qu'elle est avec le moteur, mais elle sera liée au fait qu'on va utiliser de l'énergie verte issue de la chlorophylle, participant ainsi à la réduction du CO2, retrouvant le cycle chlorophylle. Pour 10% de composants de green energy dans ce nouveau bidon, on participera entre 7 et 8% à la réduction de CO2, bien évidemment, par rapport à l'alkylate normal, j'entends, et on va se diriger dans les années à venir, 90% alkylate, 10% énergie verte, et demain, 70% alkylate, 30% énergie verte. Donc, santé, environnement, coût économique, on en parlera après, et gaz à effet de serre, pour ces machines, j'allais dire, à essence, c'était la première partie de notre échange, de notre présentation, eh bien, demain sera mise à disposition de vous, professionnels, et de vos clients, cette possibilité de proposer à vos clients, soucieux des gaz à effet de serre, un produit qui y participe. Les États membres, alors, les gaz à effet de serre, bien sûr, on peut parler de la TIRIB. Pourquoi? Parce que je poursuis les conséquences, comme c'est une directive européenne, une ligne de conduite française au sein de l'Europe, eh bien évidemment, on va mettre en place un protocole fiscal, j'allais dire, mettant en difficulté ceux qui ne participent pas à cette réduction des gaz à effet de serre, et la taxe qui est le porte-drapeau, j'allais dire, de cette décision n'est autre que la TIRIB. La TIRIB concerne à la fois l'essence et le gazole, et il correspond en fait
plus on mettra d'énergie renouvelable dans les carburants, moins cette taxe sera importante. Dans les taxes, bien évidemment, il y a aussi la taxe carbone qui est de 65 centimes par tonne. Donc on voit bien cette organisation européenne et française mettre en place, je poursuis, ce sujet de la taxation en fonction de l'énergie utilisée. Il y a eu le suramortissement, j'allais dire, qui a été mis en œuvre qui a été repris par notre gouvernement, qui permet de suramortir certains investissements qui participent aux moins polluants. Mais sur le moteur diesel, se présente à ce jour une belle alternative par différents acteurs de la filière d'ailleurs, qui est le HVE. Autour de la table, là, il y en a certains qui se sont déjà engagés dans cette filière-là. Et il y en a d'autres qui s'interrogent. Bravo à ceux qui se sont engagés. D'ailleurs, ce serait intéressant de voir, de discuter qu'est-ce qui a animé cet engagement-là, pourquoi ils se sont engagés dans toute ou partie de leur flotte en HVO, et comment en termes de fonctionnement, puisque c'est généralement le mauvais carburant qui l'emporte sur le bon, comment en termes de fonctionnement peut-on préserver cette source de carburant pour les moteurs diesel. Mais en tout cas, nous, là, en France, on a différents acteurs professionnels et pas des moindres qui s'y engagent. Le HVO, c'est un biogazole composé d'ester méthylique d'huile. Deux sources d'énergie renouvelable, soit des batchs, j'allais dire, soit des batchs issus de biomasse, soit des batchs issus d'huile récupérée. C'est une alternative performante au gazole traditionnel. Pas de surconsommation, miscible, s'utilise sans adaptation technique des moteurs et n'entraîne aucune modification de maintenance des machines ou des véhicules. C'est substituable immédiatement. Alors bien évidemment, si dans la chambre ou dans le moteur il reste de l'ancien diesel, le mauvais l'emporte sur le bon. Malheureusement, c'est comme ça. Le bilan sanitaire du HVO semble très positif. Moins 65% d'émissions de particules fines, moins 37% d'oxyde d'azote, moins 24% de monoxyde de carbone, moins 90% à la sortie de raffinerie de dioxyde de carbone de CO2. Donc, effectivement, cet HVO qui s'appuie sur le fait que les matières premières végétales ont, dans leur état initial, été stockées, ont déjà stocké du CO2 et grâce à la photosynthèse qui capte le dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère, le transforme en oxygène, c'est ce qui explique ce bilan carbone du puits à la roue aussi intéressant qu'il est écrit. C'est aussi un allié technique. Ses principales caractéristiques physico-chimiques sont intéressantes. Indice de cétane, teneur en soufre, résidus en carboné, teneur en contamine. Ce qui permet, en bénéfice, si on imagine les bénéfices qui en découlent, pas de perte de puissance, réduction de l'encrassement moteur, démarrage à froid, performance à un gazole supérieure à un gazole grand froid, préservation des filtres à particules. Donc à la fois, il y a un intérêt en termes de gaz à effet de serre, mais aussi c'est un allié technique. Et puis, les biocarburants, finalement, ne se posent-ils pas en alternative à l'énergie électrique grâce à ces progrès réalisés, grâce à votre rôle au sein de l'économie du bâtiment, rôle de prescripteur, rôle aussi de conseil et de machine, vous proposez une offre alternative à vos clients. Libre à eux de pouvoir choisir. Libre à eux de mesurer en fonction de leur stratégie d'entreprise les avantages ou les inconvénients. On serait dans une grande entreprise du bâtiment en France, bien évidemment, où la RSE, où je le répète, où le baisse du CO2 est en lettres rouges sur le fronton de l'enseigne. Il y a matière à proposer des choses. On participe aux objectifs de décarbonation de vos clients grâce à ce produit. Il faut aussi prendre en compte le coût de l'ensemble, le coût de ces produits-là. Je me suis permis cet exercice-là. On le partagera. J'ai mis à gauche une tronçonneuse thermique et à droite une tronçonneuse électrique. Ah, ben
vous regarderez dans le détail, on partagera cette présentation, il n'y a pas de, c'est pas le débat. Vous verrez à gauche, ah ben c'est plus lourd l'électrique, c'est 12 kilos, c'est 9 kilos, pardon. Il faut un harnais. Ah ben, la batterie, elle dure 3 heures, mais elle coûte cher. Et puis elle se recharge, elle a besoin de temps pour se recharger. Donc, parfois, ce qui est effectivement un bénéfice en réduction des gaz à effet de serre, sur le plan économique, pour vos clients, ben, on ne s'y retrouve pas. Donc, justement, laissez le choix à vos clients. Vous souhaitez une tronçonneuse électrique, voilà ce que ça représente en termes d'usage, en termes de coût, en termes de fonctionnement. Vous voulez continuer à travailler avec une thermique, mais en préservant la santé, en participant à la réduction des gaz à effet de serre, voici une autre alternative. Je ne détiens pas la vérité. Il y a juste une façon je pense qu'il y a une exigence que nous devons avoir de présenter les avantages et les inconvénients et de laisser le choix à celui qui fait, à celui qui est sur les routes, qui travaille dans les travaux publics. Je dirais qu'avec les carburants alternatifs, les machines thermiques retrouvent un avantage opérationnel. Je disais point encombrement, productivité, bilan carbone. N'y en a-t-il pas d'autres aussi? Mais bien sûr, il y a la dimension sanitaire, la dimension environnementale, la dimension RSE et le rendement. On oublie trop souvent. Je vous remercie, c'est une porte ouverte aux réflexions. Merci Hervé. Et je pense que l'échange peut se poursuivre. Alors, comme on a coupé la... Hervé. Hervé. Hervé, Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que Olivier, tu veux rajouter quelque chose? Enfin, rien de particulier. Non, après, effectivement, comme tu le proposais, si vous avez des questions, des interrogations sur lesquelles on puisse. Enfin, est-ce que c'était clair pour vous? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a des données supplémentaires sur lesquelles vous auriez souhaité avoir des informations, tout simplement? Bon, pas de questions dans le chat. Peut-être par oral. C'est possible de poser des questions par oral, ce sera peut-être plus Oui, simple. bien sûr, au contraire même. Bonjour, Stéphane Aldeano, l'Oxam. Donc nous avons mis en place, on va dire, du HVO pour quelques agences, principalement en Île-de-France. Et aujourd'hui, on va dire au 1er janvier, il y a eu des augmentations de coûts que je qualifierais d'énormes, parce que c'était de l'ordre de 40%. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez comme futur sur les évolutions de coûts à la fois pour le HVO, mais à la fois également pour la partie green que vous voulez augmenter dans l'alkylate, sachant que je dirais que l'impression que ça me donne, c'est que tout ceci ne sont que des solutions de transition, puisque, entre guillemets, faire du carburant à partir de plantes, on ne va pas pouvoir pousser le jeu très loin, ça restera un marché de niche. Et en fait, ça peut accompagner la transition énergétique, mais ça ne peut pas constituer, on va dire, toute la stratégie de décarbonation d'un secteur ou d'une entreprise, quoi. Alors, bonjour Stéphane, enchanté. Et du coup, non, en tout cas, bravo à votre entreprise parce qu'elle s'est engagée dans plusieurs choses. Elle s'est engagée dans une stratégie à la fois de HVO, mais aussi de batterie. Donc, je vais répondre à la deuxième question. En fait, votre stratégie d'entreprise a été de pas mettre plusieurs œufs, de mettre plusieurs œufs dans le même panier, si je puis me permettre l'expression. Sauf si j'ai mal compris et vous me corrigerez, Stéphane. Donc, j'entends par là que, à votre question, est-ce que ce n'est pas cette solution intercalaire de mettre du pétrole, enfin du green, avec du pétrole avec de l'alkylate, désolé, pour pouvoir prolonger la durée de vie des moteurs thermiques? Peut-être. Peut-être. En tout cas, au fur et à mesure que le verre sera de plus en plus important, la participation à la baisse du gaz à effet de serre sera aussi de plus en plus importante. Et peut-être qu'on s'apercevra aussi que le vrai équilibre, les impacts de la batterie, les plus et les moins de la batterie, peut-être les moins, vont peut-être rééquilibrer les choses. Donc, je ne sais pas,
je n'oserais pas m'aventurer sur ce qui va se passer. Je sais que dans un canton en Suisse, où ils ont fait des vrais tests sur l'usage de véhicules batterie, un véhicule, hein, pas autre, eh bien, ils en sont revenus. Je sais pas, le nom du canton m'échappe tout de suite, mais je vous le retrouverai tout à l'heure. Donc, à votre question, est-ce que ce n'est pas pour l'instant, est-ce que ce green plus l'alkylate n'est pas juste une phase de transition qu'on accompagne vers autre chose? Peut-être. Peut-être aussi que la technologie avance tellement que peut-être que des moteurs n'apparaissent pas. Peut-être. C'est des choix d'entreprise et je ne suis pas assez visionnaire là-dessus pour prendre position de façon affirmée. Désolé Stéphane là-dessus. Sur le prix du HVO, je pense qu'en fait, il y a un nombre de raffineries dédiées à ça, dédiées au HVO en France, en Europe, qui est à ce jour limité avec une capacité de production qui était limitée. Mais en fait, les prévisions que nous avons de hausse c'est toujours en fait le problème de l'offre et de la demande. Et alors bon, là, on est dans une période un peu troublée, mais si on fait abstraction autant que faire se peut de cette période troublée, normalement l'offre en HVO se veut grandissante et permettra d'avoir un prix qui soit compétitif, du moins par rapport aux éléments de batterie, à la batterie. De là, vous donner un prix tout de suite, je ne sais pas. Je sais que nous, dans notre mode de fonctionnement, nous essayons autant que faire se peut d'acheter une quantité très importante, nous permettant de voir venir avec vous sur une durée déterminée. C'est-à-dire que dans la gestion de votre entreprise et de vos clients, ce qui est difficile, c'est la variabilité du prix tous les jours et de suivre ça de le vivre comme une contrainte. Et ce que nous souhaitons mettre en place avec vous, ce que nous souhaitons mettre en place dans notre gestion d'entreprise et en parallèle avec votre gestion d'entreprise, c'est de faire en sorte d'avoir une visibilité sur 12 mois et donc mettre en place une gestion permettant d'avoir un prix le plus stable possible sur une douzaine de mois. J'ai répondu parfaitement. Oui, très bien. Merci beaucoup. En tout cas, il y a votre société. Moi, je suis très, très curieux de savoir comment le HVO, ça se passe sur le plan opérationnel, par exemple. Je trouve ça intéressant. Par exemple, vous permettez aux hommes des travaux publics et du BTP d'avoir un outil en HVO, et c'est vous qui, du coup, réapprovisionnez ces réservoirs. Et il ne s'agit pas qu'on souille, entre guillemets, ce réservoir. Donc, ça oblige votre client, si je puis me permettre, de vous être fidèle. Oui, alors pas tout à fait, à part sur les groupes électrogènes. C'est-à-dire que nous, en fait, en effet, on facture le complément, si vous voulez, de la machine en HVO, mais aujourd'hui, on n'a pas de certitude sur ce que le client met dans la machine quand il fait son plein tous les jours. Donc, en gros, c'est une première démarche. Alors qui est plus importante, on va dire, pour le moment, chez nos clients de groupe électrogène qui, eux, sont approvisionnés souvent par nous. Et donc là, on a un approvisionnement de bout en bout. Mais sinon, le HVO a un vrai, très, très gros avantage par rapport aux autres biocarburants, c'est qu'en effet, il est miscible avec les autres, avec le GNR. Et donc, on n'a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai qu'on n'a pas une... voilà, c'est plutôt ce qu'on va mettre comme complément qui va être facturé, qui va venir de nos cuves, qui va être sous la forme de HVO qu'autre chose. Et sachant qu'aujourd'hui, pour l'instant, on a suspendu les livraisons de HVO pour des raisons de coût, puisqu'on avait pris la moitié du coût à notre charge au moment où on a fait les tests. En revanche, une hausse de 40 centimes le litre, on ne pouvait pas l'assumer vis-à-vis de nos clients, quoi. Et on ne pouvait pas partager. Enfin, pour le coup, nos clients étaient moins enclins à le prendre, on va dire ça comme ça. Mais moi, je sais pas, mais je pense qu'en France, on a encore, on parle du sans-plomb et encore, dans les habitudes, en fonction des profils des clients, de la gestion de leur entreprise, de vos clients, j'entends, on va du HVO à droite, si je peux me permettre l'expression, en partant du diesel traditionnel à gauche. Donc, on a encore une large palette
on a encore beaucoup de chemin à parcourir. Il y a plusieurs questions dans le chat. François Clément qui demande bonjour, est-ce que le HVO ou autres biocarburants type B100 peuvent être compatibles aujourd'hui avec les équipements d'énergie, groupe électro, chaudière, motopompe? Nous, on a fait le HVO, on a testé le HVO sur 4 produits, je vais vous les donner. Je prends juste 30 secondes pour vous dire sur les 4 tests les tests qu'on a fait. Le groupe électrogène, c'est sûr. Ouais. Celui-là, on l'a testé. Ouais, on a fait. Ouais, c'était assez bluffant d'ailleurs, hein. C'était le premier test qu'on a fait sur le groupe électrogène. Pour tout vous dire, c'était carrément bluffant, hein. Parce que le produit est blanc. Enfin là, c'était pas un HVO GNR, hein. Donc gazole routier, non routier. Bon, lorsqu'on a lancé le premier test qu'on a fait, c'était sur un groupe électrogène et il n'y avait pas d'odeur. Je me positionne en qualité d'utilisateur, hein, tout simplement. Il n'y avait pas d'odeur, c'était blanc. Il y avait un groupe électrogène, les deux mêmes, avec diesel et HVO. Et il n'y avait pas de surconsommation. On a mis un détecteur de CO2 au cul du groupe électrogène. On avait même constaté une baisse à X centimètres, etc., avec une baisse de 13%, etc. Non, c'était bluffant, hein. Réduction de la chaleur, réduction de l'odeur, de la fumée, et puis effectivement des émissions de CO2. Ouais. Mais du coup, ça, c'est pas des émissions de CO2 qu'on a fait valider par l'ADEME, hein. C'est des choses qu'on a fait par nous-mêmes, etc. Non pas en catimini, c'est pas ça, mais qui n'ont pas de valeur qui ont juste la valeur du test. Alors, on a identifié des plaques vibrantes aussi, qui sont des moteurs diesel. Alors, les petites plaques vibrantes, bien entendu, les compresseurs portatifs à combustion, bien sûr, les groupes électrogènes et certains autolaveuses qui marchent au diesel aussi, ou Karcher. Autre question, nous livrons nos véhicules neufs avec un premier plein en HVO, mais nos clients principalement basés dans le sud-est ne savent pas où s'approvisionner. Nos machines consomment environ 30 litres à l'heure. Avez-vous une réponse? Moi, je pense que c'est, si je puis me permettre, il y a sur la place de France, il y a plusieurs approvisionneurs en HVO. Je crois que c'est de la responsabilité. Hervé, je botte en touche. Je fais le joueur de rugby qui te passe le ballon de rugby à l'aile. Hervé, tu as la liste de tous les, comment dire, de ceux qui sont capables de proposer du HVO à tes adhérents. C'est Hervé qui doit revenir vers vous là-dessus. Il y a des très belles entreprises françaises, notamment, je citerai pour la nommer parce que c'est un vrai leader, c'est Total, voilà, je l'ai dit. Donc voilà. Mais Hervé pourra revenir vers vous là-dessus. Une autre question, quelles sont les perspectives du E85, ses avantages et ses inconvénients? Alors, on a vu tout à l'heure quelques éléments là-dessus. Faudrait que je vous envoie une. J'ai peur de faire un peu de redite par rapport aux problématiques de santé, d'usage de moteurs, etc. Je peux vous envoyer en complément une fiche descriptive avec les plus et les moins de ce carburant, s'il vous plaît. Je ne vais pas apporter de valeur ajoutée par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si ce n'est, il faut que je rentre dans un détail technique, et là, je ne peux pas le faire en 30 secondes. Faut que je vous l'envoie par écrit. On pourra diffuser ça, hein, on pourra diffuser le document s'il faut. On a Michel Petitjean, le délégué général de l'ERA, European Rental Association, qui voudrait intervenir sur le calculateur émissions carbone de l'ERA. Michel. Vous m'entendez, Didier? Allô, oui, on vous entend mal, Michel. Oui, alors vous m'entendez mieux là? À peine. À peine. Bon. C'est juste. Mais je vais essayer de parler plus clairement. Oui, je souhaitais donner deux types d'informations. Comme la plupart d'entre vous le savez, l'ERA s'est consacré depuis maintenant 4 ans, voire 5 ans, presque 5 ans, à la mise au point d'un calculateur d'émissions pour les matériels, tout type de matériel, essentiellement matériel de chantier d'ailleurs, mais nous avons fait une découverte qui n'est pas une découverte, mais qui est une confirmation de ce que nous pensions, c'est que la différence des émissions
entre des matériels équipés en diesel et des matériels équipés en électrique n'est pas si grande que cela, et ceci pour deux raisons. C'est que lorsque, dans un matériel électrique, la composante des émissions dues à la fabrication du matériel lui-même et des batteries est 2 à 3 fois plus importante que pour un matériel diesel. C'est déjà très important. Et plus important encore, il y a une très très grande variété d'émissions de la part de l'électricité dépendant de où elle est fabriquée. Je peux donner quelques exemples de pays, des pays comme l'Allemagne ou l'Angleterre. Entre un matériel électrique et un matériel au diesel, il y a à peu près 10 à 12% de différence en matière d'émissions. En France, bien sûr, c'est le pays gagnant puisque nous avons l'électricité la moins polluante du monde pratiquement. Et là, l'avantage est assez considérable, de l'ordre de 40%. Mais il y a beaucoup de pays, par exemple, où le matériel électrique sera plus polluant que le matériel diesel bien conçu, à savoir un pays comme la Pologne, où l'électricité est essentiellement produite à partir de charbon, sans mentionner la Chine. Donc, vous voyez que l'électricité n'est pas la solution à tous nos problèmes. Donc, ça, c'était… Alors, nous sommes en train d'améliorer notre calculateur en intégrant tout un ensemble de mélanges de carburants et de carburants alternatifs. Donc, on va préciser et devenir de plus en plus pointu dans notre analyse. Donc, ça, c'est un premier point que je voulais souligner. Le deuxième point, nous avions hier une réunion avec l'Alliance internationale des loueurs, puisque l'ERA, aujourd'hui, gère l'Alliance internationale des associations de location à travers le monde. Et nous avions notre correspondant chinois qui nous signalait que, et ça c'est juste pour une information en passant, qui nous signalait que, et il est très bien informé puisqu'il est le délégué général d'Hitachi pour la Chine, que les Chinois sont actuellement en train de lancer des programmes vertigineux de fabrication de matériel électrique, ayant réussi à concevoir des batteries dont le coût est à peu près la moitié de nos coûts ici en Europe. Et donc, il faut donc s'attendre à cette tendance que les constructeurs chinois vont inonder le marché de matériel électrique. Voilà, c'est juste une information au passage. Merci. Merci pour ces informations. Ok, pas d'autres questions dans le chat? D'autres commentaires? Il est 11h47, pas tout à fait 1 heure. C'est bien, ça, on a bien tenu l'horaire. Quelqu'un veut conclure? Olivier, Jean-François? Bah, écoutez, c'est un sujet qui est vaste, qui est ardu, parce qu'il faut des connaissances fiscales, il faut des connaissances chimiques, il faut des connaissances de business, une approche de rentabilité d'entreprise. Donc, moi, je suis très heureux qu'il y ait. Je vous remercie de vous intéresser à ce sujet-là avec un autre angle de vue. Et je pense qu'il faut que Hervé, je pense que c'est un sujet qui doit se construire sur lequel on doit de nouveau se poser périodiquement, parce que la location d'une machine ou l'usage d'une machine ne peut se faire sans énergie. Et donc, du coup, il faut que petit à petit, grâce à la DLR et à sa catalyse, eh bien, ce sujet-là aide les entreprises à faire le tour du sujet, à se poser des questions. Alors, tout à l'heure, à faire du test and learn aussi, parfois, pour reprendre un terme qui est souvent galvaudé, mais en tout cas, puisse faire des tests, s'engager, s'ouvrir sur différentes choses. Donc, cette ouverture d'esprit dont vous faites preuve en participant à cette table ronde, moi, je trouve que c'est un gage de qualité pour permettre à vos entreprises d'être encore là demain avec un parc qui corresponde aux besoins de vos clients. Donc, moi, je trouve ça très bien. Bravo, bravo à vous. Bon, il nous reste à nous dire au revoir. Alors, je n'ai pas d'autres questions dans le chat, pas de prise de parole. Merci à Marline.
Merci pour votre intervention. Et puis, on se retrouvera dans les rencontres régionales, où ça sera un des sujets qu'on abordera aussi en rencontre régionale au printemps prochain avec nos adhérents. Bonne journée à tous. Merci. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée.